le podcast qui invoque votre esprit critique en ligne avec vous par Massif et Chute Magazine. Pour ce premier épisode, le journaliste Nicolas Gastineau suit les fils des deepfakes, ces vidéos et audios truqués qui trompent nos esprits et sèment le trouble dans nos smartphones. Bonne écoute. Le 11 juin 2021, au festival du film de Tribeca à New York, est projeté l'avant-première d'un documentaire, Roadrunner. Roadrunner raconte la vie du célèbre chef cuisinier américain Anthony Bourdain, d'origine française d'ailleurs, qui s'est donné la mort sur fond de dépression et de drame amoureux. Ce jour-là, les spectateurs sont enthousiastes et émus. Le film est intense, larger than life, comme on dit là-bas. Il contient des documents précieux, pléthore d'archives et des extraits sonores jamais entendus. Mais les spectateurs ne savent pas tout. En sortant de la séance, de ce tourbillon d'émotions et d'hommages, ils ont en réalité été trompés par 3 fois. 3 fois où la voix de Bourdain a lu un texte, mais ce n'était pas la voix de Bourdain. Cette voix, le réalisateur l'avouera candidement à des journalistes quelques jours plus tard, a été synthétisée par intelligence artificielle après son décès. Le documentaire, plus large que la vie et plus large que la mort aussi. C'est macabre, jugent rétrospectivement les spectateurs sur Twitter. Cet audio, c'était un deepfake. En québécois, hyper-trucage. Nul besoin d'aller dans le cossu quartier de Tribeca à New York pour en repérer. L'Internet en est d'ailleurs inondé. On décrédibilise un opposant, on crée du porno en volant l'identité de quelqu'un. C'est d'ailleurs de ce dernier usage qu'est apparu le mot deepfake, lorsqu'en 2017, un dénommé Deepfakes, au pluriel, publie sur Reddit, le site de discussion en ligne, une vidéo de l'actrice israélienne Gal Gadot dans une scène sexuelle. Sauf que le visage de Gal Gadot a été généré dans la diversité des expressions faciales par un algorithme entraîné avec de vraies images. Mais de quoi alors s'agit-il exactement ? Nicolas Beuve est enseignant-chercheur en intelligence artificielle à l'Institut national des sciences appliquées de Rennes. Il a soutenu sa thèse l'année dernière justement sur la détection des vidéos deepfakes. Il nous donne sa définition. Un deepfake, c'est tout enregistrement dans lequel l'identité ou les propos de quelqu'un a été modifié. En fait, le mot deepfake, la première partie c'est deep, et en fait ça fait référence à un sous-domaine de l'intelligence artificielle qu'on appelle le deep learning. Et donc, ça sous-entend quand même que ça a été créé par intelligence artificielle. Mais en pratique, il y a des méthodes qui permettent de faire exactement la même chose et qui utilisent plutôt de la modélisation 3D. Et en fait, les premières méthodes qui faisaient des deepfakes n'utilisaient pas du tout de deep learning. Ça date des années 90 à peu près, on a les premiers papiers qui datent de là, où ils utilisent que de la modélisation 3D. On peut retenir que le critère pour que ce soit un deep, c'est l'automatisation. Il faut que ce soit fait automatiquement par un algorithme. Un deepfake, donc, c'est pas juste une vidéo modifiée et qui ressemble à la réalité. C'est un document audio, image, vidéo, généré par un modèle d'intelligence artificielle, mais qui fait croire qu'il s'agit d'une vidéo authentique, et c'est là que le fake intervient. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que le mot deep est plutôt bien choisi, parce que, en fait, avant, c'était possible pour un studio de cinéma, par exemple, de faire des deepfakes, et depuis que le deep learning est arrivé, maintenant, c'est possible pour tout le monde de le faire. Il y a des outils qui sont présents en ligne. Nous, on l'a fait au labo. On a des démonstrations de génération de deepfake. Et c'est très facile. En fait, à aucun moment, j'ai dû utiliser les compétences que j'ai développées pendant ma thèse pour faire ces deepfakes-là. C'était complètement transparent. C'est pas complètement néophyte, on va dire. C'est sur GitHub, donc faut quand même connaître un petit peu. Faut aller creuser tout ça. Mais disons que pour quelqu'un qui a un peu l'habitude de développer, ça se fait très très bien. Et c'est vraiment très facile d'utilisation. Une fois que le logiciel est installé, après, c'est juste des boutons à cliquer pour dire quel visage on veut, améliorer peut-être un petit peu la qualité ou ce genre de choses, quoi. Un deepfake, comment c'est fait ? On a une vidéo de la personne. On va détecter son visage, donc son orientation et la position de ses yeux, ce genre de choses. Et on va donner ça à un modèle d'intelligence artificielle qui va nous générer un visage d'une autre personne dans la même position. Et après, on va venir découper ce visage-là et le remplacer dans la vidéo originale. Et avant, on avait besoin, pour que le modèle soit capable de générer ce genre de vidéo, on avait besoin d'avoir beaucoup de vidéos de cette personne-là. Aujourd'hui, on est capable de le faire avec très peu d'images, voire même potentiellement une seule image. En effet, la démocratisation est arrivée puissance 1000. En 2017, l'internaute Deepfakes n'est certes pas une grosse entreprise d'effets spéciaux, mais on sent quand même qu'il s'y connaît.
En 2021, le réalisateur de Roadrunner a payé une entreprise de software, de logiciels donc, pour synthétiser la voix du cuisinier. Un autre cas de deepfake mérite qu'on s'y attarde. C'était en janvier 2024. Des images, cette fois-ci, de la mégastar Taylor Swift, représentée au Super Bowl dans des positions lascives, dans des tenues suggestives. L'affaire avait fait grand bruit, car nul ne touche impunément à l'idole. Les Swifties, les fans de la chanteuse, se sont mobilisés pour contrer l'algorithme de suggestion des réseaux, pour faire disparaître les images sexualisantes de leur idole en les remplaçant par d'autres, plus avantageuses. Mais un détail n'avait pas été remarqué. Il a attiré l'attention de Giada Pistilli, responsable de l'éthique dans l'entreprise d'intelligence artificielle open source Hugging Face. Elle vient de soutenir sa thèse de philosophie à la Sorbonne en éthique de l'intelligence artificielle. Là où c'est intéressant de notre point de vue, c'est que, en fait, quand j'ai creusé un peu le sujet, je me suis dit, mais comment c'est possible qu'un modèle de génération puisse permettre juste les utilisateurs de générer du contenu sur Taylor Swift? Et en fait, c'était déjà pas le cas. L'étonnement de Giada Pistilli vient d'un fait connu des spécialistes. Les modèles de génération ne permettent pas que l'on écrive et génère directement une personnalité connue, justement pour qu'on évite d'en générer des deepfakes ou qu'on porte atteinte à la propriété intellectuelle. Par exemple, si on tape Taylor Swift, ça ne marchera pas. Ou de la même façon, si on tape Dark Vador, ça ne va pas marcher car c'est Disney qui détient la propriété intellectuelle de Star Wars, pas OpenAI. Alors comment ont-ils fait ? Au lieu d'écrire Taylor Swift, on faisait exprès des fautes de frappe, où on laissait entendre que c'était elle, sans le dire explicitement. Genre, une chanteuse très connue blonde avec une frange, ou Taylor Swift mais mal frappée. Et donc le modèle, il a généré donc des images de ce type. Si on essaye de demander à DALL-E, donc, qui est le modèle de génération d'images de OpenAI qui est derrière ChatGPT, de nous générer des images de Batman ou de Spider-Man, il va nous dire non parce que c'est du contenu copyrighté. Mais si on lui demande, est-ce que tu peux me générer l'image d'un super-héros qui ressemble à une chauve-souris ou à une araignée, il va nous générer des images de Spider-Man et de Batman. On l'avait compris, la deepfake est facile d'accès. Mais là, elle a carrément été permise par la négligence de la première boîte mondiale, OpenAI, qui a pignon sur rue, qui, si elle ne l'avait pas directement rendu possible, ne fait quand même pas beaucoup d'efforts pour empêcher que ces outils en génèrent. Quand on repense à ces trois histoires, le chef new-yorkais, l'actrice israélienne, Taylor Swift, ils contiennent une bonne partie de ce qui est dangereux avec les deepfakes. Il y a la tromperie d'abord, les spectateurs pensaient entendre leur chef préféré et ce n'était pas le cas. De nombreux internautes vont penser que Gal Gadot a tourné une sextape, ce qui est une atteinte à sa réputation et bien sûr à son intimité. Et ensuite, le troisième ingrédient, c'est le consentement. Aucune de ces personnes n'ont donné le leur. Quant à Anthony Bourdain, le cuisinier, mort 3 ans plus tôt, évidemment non plus. Son problème cependant est un peu différent puisque lui ne peut plus se plaindre. Le deepfake n'est pas sorti de nulle part. Il n'est que le dernier rejeton d'une longue fratrie du mensonge numérique. Le troll, le fake, qui ont formé l'esprit Internet a toujours questionné le contexte. Il faut avouer qu'en l'état actuel des deepfakes, certains sont plutôt visibles. Nos yeux entraînés discernent encore parfois le bruit spécifique de l'image réelle, le rictus authentique. Mais pour combien de temps ? Le problème des deepfakes, c'est qu'il faut entrer Internet un peu plus profondément dans une ère de soupçon. Si on met dans l'équation d'abord leur accès qui ne cesse de se faciliter, 2 les modèles qui progressent, et 3 les plateformes qui ne font pas toujours le travail de modération, il ne reste plus qu'à se méfier de tout. Être vigilant, c'est être inquiet. Si ce contenu audiovisuel se révèle un faux, pourquoi celui d'à côté ne le serait pas ? C'est toute notre expérience d'Internet qui plonge dans une ère du oui mais. Alors comment faire ? Comment gérer ces deepfakes qui mettent en danger le consentement, la politique, l'intimité et même la vie après la mort ? Une première étape peut-être serait de pouvoir les détecter avec un peu plus de certitude, un peu plus de fiabilité. Et sur ce point, le chercheur Nicolas Beuve a peut-être une solution. Au début de ma thèse, je suis parti dans un sous-domaine de la détection qui est probablement le plus évident de prime abord. C'est-à-dire un modèle qui prend une photo en entrée, il n'a aucune idée de où elle vient, et il fait de la détection dessus. Donc c'est ce qu'on appelle de la détection à l'aveugle, ou la détection passive, les deux sont utilisés. Et en fait, cette tâche-là est beaucoup plus dure que celle dont je vais parler juste après, puisque là, vraiment, c'est juste une vidéo, une photo, et on n'a aucune info de plus. Il faut qu'on arrive à la mettre dans la catégorie deepfake ou dans la catégorie réelle. Elle va essayer de trouver des critères pour faire des bonnes décisions.
Donc, par exemple, nous, quand on voit un deepfake, en général, sur les vues en tout cas, on voyait beaucoup d'artefacts sur le visage. Et il y avait des petits problèmes, je sais pas, les oreilles, elles avaient pas la bonne forme. Par exemple, on sait beaucoup que quand on génère complètement des images de main à l'heure actuelle, il n'y a pas forcément le bon nombre de doigts. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir nous s'appuyer pour détecter. Et en fait, le modèle, lui, va utiliser ses propres critères à lui, et pas forcément le nombre de doigts ou ce genre de choses. Lui, il peut même utiliser la différence entre 2 pixels à un endroit précis de l'image, parce qu'il sait qu'à chaque fois, le modèle va régénérer ces 2 pixels-là d'une couleur précise ou ce genre de choses, quoi. C'est d'ailleurs un des problèmes qu'on a avec la détection à l'aveugle, c'est que le modèle fait ses décisions, et on ne sait pas ce qu'il a choisi, on ne sait pas ce qu'il a regardé pour prendre sa décision. Et donc voilà, globalement, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. On lui donne plein d'images. Des images sont vraies, des images sont fausses. Et après, il apprend à trouver quels sont les bons critères de décision. Et on est en train de former un enquêteur. Ouais. L'idée, c'est donc d'entraîner un modèle à repérer les petites failles qui se glissent, les petites incohérences d'un pixel à un autre, et de pouvoir dire que celui-ci est un faux. L'image de l'enquêteur qu'emploie Nicolas Beuve est amusante. Mais il ne faut pas oublier que le modèle, lui, ne sait pas ce qui est vrai et ce qui est faux. À vrai dire, il n'a pas d'idée du vrai et du faux. Il sait juste prédire statistiquement que quand il y a ce genre d'arrangement à l'image, c'est en général faux ou en général vrai. Ce qui amène à un autre problème. Les enquêteurs, quand on pense par exemple à la police judiciaire, ce ne sont pas des purs intuitifs qui sortent des noms de suspects à partir du néant. Ils doivent rendre compte, expliquer leur méthode de déduction, comment ils en sont venus à soupçonner Michel ou Martin. Le problème de cette IA enquêtrice, c'est qu'on ne comprend pas très bien comment elle prend les décisions qu'elle prend. C'est dans tous les domaines de l'IA, il y a un gros problème avec ça. Alors il y a tout un domaine de recherche qui travaille là-dessus, uniquement là-dessus, ça s'appelle l'explicabilité. Mais en vrai, une IA, c'est une boîte noire. En fait, on peut aller lire dedans, mais c'est un peu confus la façon dont c'est réparti dedans. C'est que des chiffres, en fait. C'est des matrices de chiffres. Et nous, on est incapable de comprendre comment ces chiffres pourquoi ils ont été mis là, quoi. C'est-à-dire qu'on a un processus d'apprentissage qui va aller modifier ces chiffres automatiquement de façon à ce que le modèle soit meilleur. Mais à la fin, nous, tout ce qu'on voit, c'est une matrice de chiffres. Et du coup, ça nous informe assez peu, en fait, sur comment fonctionne vraiment le modèle. La seconde, c'est ce qu'on va appeler de la détection active. Et là, l'idée, ça va être de supposer. Donc c'est pour ça que c'est plus efficace, c'est parce qu'on a une supposition au départ. On va supposer qu'on a accès à l'image de base. Donc par exemple, supposons que je suis un journaliste, je prends une photo ou une vidéo d'Emmanuel Macron. J'aimerais bien faire en sorte de protéger mon image pour pas qu'elle puisse être utilisée dans des deepfakes. Et donc je vais rajouter ce qu'on appelle un watermark, donc un message caché dans l'image, de façon à pouvoir le réutiliser. Et après, il y a plein de façons, il y a plein de différents types de messages et plein de façons de les détecter. Par exemple, il y a des papiers qui, dans l'image, vont encoder des informations sur l'identité de la personne. Par exemple, j'ai pris une vidéo de Macron, je vais rajouter le fait que c'est Emmanuel Macron dans la vidéo. Et comme ça, si un jour la vidéo est modifiée et que le visage est remplacé, je saurai que c'est plus la même identité, parce que je peux récupérer l'identité qui a été encodée dans l'image et la comparer avec celle que je suis en train de voir dans la vidéo. Est-ce que je suis optimiste ? Je pense que à cette question-là, au milieu de ma thèse, j'aurais répondu non, très clairement, parce que à ce moment-là, je travaillais principalement sur la détection passive. Maintenant, je pense qu'on est capable de faire des bons détecteurs en combinant un petit peu les deux. C'est-à-dire qu'on a besoin de détecteurs passifs pour détecter des deepfakes qu'on connaît déjà. Et en pratique, je le disais tout à l'heure, aujourd'hui c'est très facile de faire un deepfake, il y a des codes sur GitHub. Il suffit d'entraîner des modèles à détecter ce genre de deepfake, et on sera capable de détecter 90% des deepfakes qui sont présents sur Internet. Et après, par contre, il faut se protéger des nouvelles méthodes de génération, puisque par exemple, je sais pas moi, si je suis un pays et que j'ai envie d'aller perturber un autre pays, je vais pouvoir mettre des moyens un petit peu dans une équipe qui va nous développer une nouvelle méthode. Quand on repense à Anthony Bourdain, le cuisinier dont on a créé des deepfakes pour son documentaire Post-Mortel, cela pose une vraie question éthique. Peut-on faire la deepfake d'un mort ? Une question qui remonte souvent dernièrement, aussi en recherche, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le contenu d'une personne qui est décédée ? Et donc, il y a aussi, d'un point de vue un peu plus peut-être éthique et de philo-moral, de se dire quelle est la notion de consentement là-dedans ? Est-ce qu'on peut consentir à utiliser du contenu qui appartient à quand j'étais vivante pour créer du contenu pour après ? Et il y a des papiers de recherche aujourd'hui qui discutent aussi de la possibilité de se servir, par exemple, de ces deepfakes de personnes décédées pour leur prendre des décisions au niveau, je ne sais pas, financier, autour d'un héritage. Donc, pour résumer, on prend toutes les données de quelqu'un, on a des images de lui, des vidéos,
les décisions qu'il a prises tout le long de sa vie. On entraîne le modèle avec et on génère un fantôme algorithmique qui pourra continuer de le représenter après sa mort. Imaginez un grand-père, le pater familias, le patriarche d'influence et d'autorité qui prenait toutes les décisions familiales et trançait les litiges. On va entraîner un modèle pour faire un fantôme génératif qui pourra continuer d'incarner le grand-père et arbitrer à sa place les décisions de famille. C'était déjà d'ailleurs le sujet d'un épisode de Black Mirror, et il y a eu des cas de ce qu'on appelait des deadbots. Donc là, c'était des agents conversationnels, des chatbots, comme ChatGPT, sauf qu'ils étaient entraînés avec les données d'un mort pour le faire revivre. Enfin, le faire revivre dans l'œil de la personne qui s'attristait de sa disparition, bien sûr. Mais avec la deepfake, c'est la voix, la vidéo qui se joignent à cette prétendue résurrection algorithmique. Et éthiquement, du coup, est-ce qu'il faut demander au grand-père ou au conjoint, avant sa mort, à tout un chacun, en réalité, s'il consent à ce qu'on fasse de lui un fantôme génératif, ou simplement s'il consent à ce qu'on utilise ses données après sa mort ? C'est pour ça que je pense que la notion de consentement commence à ne plus suffire. Parce que moi, je peux dire « Ah, je suis sur mon lit, je suis en train de mourir. » Et donc, pour mes proches, je vais léguer, je sais pas, toutes mes données, toutes mes informations. Et je consentis au fait de pouvoir réutiliser ça pour recréer, je sais pas, un fantôme génératif de moi-même. Mais est-ce que ça veut dire que je consentis aussi à toutes les décisions de un et tout le contenu généré aussi? Parce que quelque chose qu'on n'a pas mentionné, c'est que, et là, c'est vraiment l'ensemble, c'est ce qui peut être aussi un deepfake entre la génération d'images, vidéos, audio ou même juste textuelles, c'est qu'ils font plein d'erreurs, ces outils. Et surtout, qu'est-ce qui me dit pas que demain, je vais dire quelque chose qui va contre mes propres valeurs, contre mes propres croyances, ou je sors quelque chose que j'aurais jamais dit dans la vie. En fait, moi, je pense que c'est intéressant et si on veut se faire un peu avocat du diable, je me dis que peut-être ça peut être intéressant dans certaines limites pour en effet faire le deuil. Imaginons le cas en effet d'une mort soudaine où, je sais pas, il y a des questions non résolues ou juste pour avoir ce qu'en anglais on appelle du closure. Et on pourrait se dire que peut-être ça peut être intéressant, mais dans ce cas-là, je le limiterai vraiment dans le temps. Je ne ferai pas ça toute seule, mais je me ferai vraiment accompagner par des psychologues. Parce que là, on réfléchit juste, entre guillemets, aux questions morales, mais aussi plein de conséquences psychologiques pour ces personnes-là. Est-ce que, au lieu de obtenir en effet une clôture de la relation, je ne vais juste pas retarder le deuil et donc, au lieu de me faire du bien, ça se termine pour me faire du mal. Mettons maintenant, pour continuer d'explorer les hypothèses métaphysiques, que quelqu'un est fou amoureux d'une célébrité. Scarlett Johansson au hasard. L'exemple n'est en réalité pas du tout un hasard, car Scarlett Johansson est justement en contentieux avec OpenAI. La raison est que malgré le refus formel de l'actrice de servir de modèle de voix à Sky, la fonction vocale de ChatGPT, elle a découvert que la voix publique lui ressemblait quand même énormément. Mettons donc, pour reprendre notre exemple, qu'un fan de l'actrice télécharge toutes les données publiques de Scarlett Johansson à sa mort, tout ce qu'il peut trouver sur elle, pour entraîner son modèle et avoir chez lui sa Scarlett Johansson personnelle générée dans son ordinateur. Ça, deepfake de Scarlett Johansson, ce fantôme génératif. Est-ce que ça, pour peu qu'il ne la montre jamais, ça doit poser un problème éthique ou pas ? C'est une question intéressante parce que c'est quelque chose que les célébrités commencent à faire. Je crois que c'était aussi en partenariat avec Meta, donc il doit avoir quelque part sur Instagram, on en a plus beaucoup entendu parler de ça, mais il y a quelques mois, j'avais entendu parler de célébrités, genre Kendall Jenner, le mannequin, qui avait recréé juste un modèle génératif basé sur elle-même, donc avec ses photos et en fait, pour générer complètement du texte, pour faire en sorte qu'elle puisse discuter avec ses fans, sachant que de toute façon, la vraie Kendall Jenner pourrait jamais répondre à tous ces messages. Et donc, de faire en sorte d'avoir une espèce de copie, comme fois d'une réplique, d'une simulation d'elle, pour qu'elle discute avec ses fans. Je sais pas, il faudrait aller regarder où est-ce que ça n'est aujourd'hui. Mais là, encore une fois, ok, Kendall Jenner a consenti pour qu'on refasse une copie d'elle. Mais qu'est-ce qui va lui assurer
qu'elle va jamais dire des choses choquantes qui vont complètement à l'encontre de ce qu'elle pense à un fan parmi les centaines de milliers de messages qu'elle doit échanger par jour avec des personnes qui ont juste envie de discuter avec elle. Ouais. Et encore une fois, jusqu'où on va faire la part des choses entre la vraie personne et la personne simulée, sachant qu'à aujourd'hui, on sait très bien, si on recherche et en interaction humain-machine, mais même pas juste dans le royaume des liens conversationnels, mais même avant, que l'anthropomorphisme, c'est pas quelque chose qu'on peut écarter. Le fait d'attribuer des caractéristiques humaines à des machines, c'est quelque chose qui arrive vraiment au niveau de l'inconscient. Donc, comment est-ce qu'on fait pour prendre en compte tout ça ? Ces vertiges éthiques rappellent l'importance de la recherche que mène Nicolas Beuve. Il faut pouvoir détecter les deepfakes. Le problème, c'est qu'on pourra d'après lui détecter 90% des deepfakes, mais sans doute pas les plus dangereux. Mettons que demain, et quand je dis demain, c'est peut-être aujourd'hui ou hier, la Russie ou la Chine mettait son savoir-faire technologique dans la mise à disposition, pour ses services de renseignement, d'un modèle de génération dernier cri et sur mesure. Ils pourraient inonder les prochaines élections occidentales de deepfakes plus vrais que nature pour décrédibiliser le candidat qui n'a pas leur faveur. Et là, le problème de la détection est le même que celui que connaît déjà le fact-checking. On aura beau jeu de venir 1 mois plus tard, après avoir bossé, avec un enquêteur détecteur de faux pour dire que la vidéo en fait était un faux, elle aura déjà été vue, elle aura déjà semé le doute, elle aura déjà été partagée. On se dit alors que ceux vers qui il faut se tourner, les seuls gardiens vraiment efficaces, ce sont les gatekeepers, les gardiens de la porte d'Internet, les réseaux sociaux en fait, qui autorisent tout non les publications sur leur plateforme. Il faut déjà exiger d'eux que chaque vidéo, audio ou image, avant d'être publiée, passe un examen d'authentification plus rigoureux que ce qui a cours aujourd'hui. En sachant bien sûr que l'authentification n'est pas garantie de succès, même là, le risque c'est qu'on s'endorme, qu'on se dise « Ah, ça a passé le test des règles de publication sur Meta, c'est donc crédible. » Et ce point-là permet quand même de se rappeler que face aux deepfakes, le dernier gatekeeper finalement, le seul auquel on doit en définitive se fier, c'est à notre esprit critique. Et voilà, c'est fini. Vous en voulez encore ? La suite au prochain épisode de Esprit, es-tu là ? Le podcast qui invoque votre esprit critique, par vous, par Massif et Chute Magazine.